Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis sur les traces d'un tueur particulièrement odieux qui s'est attaqué à des enfants sans défense. Sa méthode pour choisir ses victimes et les endroits où il a déposé leur corps est particulière. Les petites avaient pour première lettre de leur prénom la même que celle de leur nom de famille. Les lieux où elles ont été retrouvées portent également l'initiale de la petite qui y repose. D'où ses surnoms, Alphabet Killer, ou aussi le tueur à la double initiale. La ville de Rochester, qui se trouve dans l'État de New York, est une ville prospère. Il faut dire qu'elle est idéalement située grâce à la rivière Genesee qui conduit directement au lac Ontario et le canal Erie qui l'aborde à l'ouest. La proximité de ces routes aquatiques permet de nombreux échanges commerciaux. De grosses entreprises décident de s'y installer. C'est le cas de Kodak qui a construit son siège social sous la forme d'une haute tour, de la société Xerox qui produit des photocopieuses et imprimantes, et de la société Bausch & Lomb. Cette dernière a été créée par deux opticiens allemands qui ont, entre autres choses, inventé et créé les fameuses lunettes de soleil, les Ray-Ban. Au fil des années, les moyens de transport se sont développés en ajoutant un aéroport et un réseau de lignes ferroviaires complexes. Dans les années 70, cette ville est réputée sûre et tranquille. Les gens ne ferment pas leurs portes à clé et les enfants jouent dans les rues sans que l'on ne se tracasse qu'il leur arrive quoi que ce soit. Cette insouciance va prendre fin avec la mort de 3 fillettes. La petite Carmen Colon vient au monde à Porto Rico. Toute petite, elle emménage chez ses grands-parents dans le quartier de Bull's Head à Rochester quand ses parents se séparent. Le 16 novembre 1971 à 16 heures, sa grand-mère lui demande d'aller chercher une préparation de médicaments avec son grand-père Félix à la pharmacie du quartier qui se trouve à seulement 2 pâtés de maison. Elle s'y rend toujours avec Félix, mais fait des pieds et des mains pour y aller seule cette fois-ci. Elle est une grande fille maintenant. Ses grands-parents acceptent vu la courte distance à effectuer. Arrivée à la pharmacie, la préparation n'est pas encore prête. La petite sort donc de la pharmacie les mains vides en disant « Je dois y aller, je dois y aller ». Cette attitude de la part de la petite étonne Jack Corbin, le propriétaire de la pharmacie qui la connaît bien. Des témoins la voient monter dans une voiture garée près de la pharmacie qui semble l'attendre. Ne la voyant pas rentrer, sa famille prévient la police. La disparition de Carmen est très vite prise au sérieux et des avis de recherche sont diffusés partout. C'est ainsi que la police récolte des témoignages qui vont, à mon avis, vous donner autant envie de vomir qu'à moi. Une centaine d'automobilistes circulant sur l'autoroute 490 ont vu, le jour de la disparition, une petite fille ressemblant trait pour trait à Carmen courir sur le bord de la route en agitant les bras pour attirer l'attention des automobilistes pour qu'ils lui viennent en aide. Elle était déshabillée jusqu'à la taille et semblait affolée. Une voiture de couleur marron ressemblant à une Ford Pinto a fait marche arrière et un homme est sorti pour attraper la petite. Et personne, vous avez bien entendu, personne ne s'est arrêté pour aider cette petite fille en danger. 2 jours plus tard, son corps partiellement nu est découvert par 2 adolescents qui font du vélo à 19 km de l'autoroute 490 à Churchville. Son manteau se trouve à 90 mètres du corps, mais son pantalon n'est retrouvé que 2 semaines plus tard, près de l'endroit où elle avait tenté d'échapper à son bourreau. L'autopsie révèle une fracture du crâne et une vertèbre cassée. La petite a été étranglée manuellement et abusée. Son corps présente de nombreuses griffures montrant la rage du tueur. Quant aux personnes qui sont passées devant elle sans lui porter secours, leur excuse est immonde. Ils allaient trop vite et étaient pressés de rentrer chez eux. Sans commentaire. La police cherche ce monstre mais n'arrive pas à mettre la main dessus. De nombreux panneaux sont placés pour encourager les témoignages, même anonymes, pouvant permettre d'arrêter le tueur. Malheureusement, il va repasser à l'acte 1 an et demi plus tard. Wanda Walkowicz est née le 4 août 1961. C'est une charmante petite fille rousse qui est un garçon manqué et est surtout très serviable. Elle aide beaucoup sa maman dans les tâches ménagères et pour faire les courses, car son papa est décédé d'une crise cardiaque. À 17 heures, le 2 avril 1973, Wanda se rend à l'épicerie Hillside, à l'est de Rochester, où elle fait habituellement les courses.
Elle y fait ses emplettes, du lait, du pain, des cigarettes et des couches et prend le chemin du retour à la maison vers 17h15. Des témoins la voient sur Conquet Avenue se débattre avec ses sacs de course bien trop lourds pour elle et d'autres voient une voiture marron qui roule lentement derrière Wanda. En peu de temps, Wanda et la voiture ont disparu. Elle ne sera plus vue en vie après ça. Sa maman déclare sa disparition à la police 3 heures plus tard. La police prend cette affaire rapidement très au sérieux vu le meurtre de Carmen qui a eu lieu avant. De nombreux policiers sont dépêchés pour fouiller les alentours de l'épicerie, ainsi que les endroits où Wanda aime se rendre pour jouer, mais aucune trace de la fillette n'est retrouvée. Un homme contacte la police en disant avoir vu un homme forcer une jeune fille à monter dans sa voiture, une Dodge Dart claire. Plusieurs questions se posent à propos de ces témoignages. Si Wanda avait été obligée de monter dans ce véhicule, elle aurait certainement lâché ses sacs de course. Rien n'a été retrouvé. Et pourquoi cet homme n'a rien fait pour aider Wanda? Au pire, s'il avait eu peur d'affronter le kidnappeur, il pouvait prendre note du numéro d'immatriculation du véhicule et foncer vers le poste de police le plus proche pour donner l'alerte. Il n'a rien fait de tout ça. Il ne faut malheureusement pas longtemps pour savoir ce qu'il s'est passé. Dès le lendemain matin à 10h15, un policier trouve le corps de Wanda. Contrairement à Carmen, elle est habillée. Elle se trouve à 11 km de chez elle, au pied d'une colline, près de la route nationale 104 à Webster. Son bourreau l'a jetée de son véhicule en route. L'autopsie, en plus d'indiquer ce qu'elle a subi, apporte des indices. La petite a été abusée et étranglée par derrière avec un objet comme une ceinture. Des poils pubiens et du liquide séminal sont trouvés sur elle, ainsi que des poils de chat blanc. Animal qui appartient certainement au tueur, car la famille de Wanda n'a pas de chat à poils blancs. Détail étrange, l'assassin a nourri Wanda avant de la tuer. La famille et les amis de la petite sont formels. Elle est intelligente et ne serait jamais montée dans la voiture d'un inconnu. Joyce, la maman de Wanda, doit être hospitalisée à l'annonce de la mort de sa fille et de ce qu'elle a subi. Comme pour Carmen, des centaines de tracts sont distribués. Une ligne garantissant l'anonymat de témoins éventuels et une récompense de $10 000 sont offerts afin d'attraper le tueur. Un homme signale par ce biais avoir vu Wanda parler avec le conducteur d'une grosse voiture marron par la fenêtre du côté passager. Mais il n'a pas bien vu le conducteur et ça ne donne rien. La ville se remet à peine du meurtre de Wanda qu'une autre petite disparaît. Michelle Mainza est née le 3 février 1962 et vit avec sa maman sur Webster Crescent à Rochester. Le 26 novembre 1973, elle sort de l'école où elle a subi, comme presque tous les jours, du harcèlement de la part des autres élèves. Ceux-ci la voient à 15h20 se diriger vers le centre commercial de North Goodman, tout proche. Sa maman a oublié son sac à main dans une des boutiques du centre et Michelle décide d'aller le récupérer pour elle. Son oncle la croise et propose de la ramener chez elle. Elle refuse poliment et explique l'histoire du sac à main qu'elle veut récupérer. Son oncle la laisse donc se rendre au centre commercial. Elle n'y est jamais arrivée. Un peu plus tard, vers 15h30, des témoins voient une voiture marron roulant bien trop vite sur la rue Ackerman et manquant de provoquer un accident. À l'intérieur de ce véhicule se trouve une fillette en pleurs qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Michelle. À 17h30, un automobiliste croise une voiture marron avec un pneu crevé sur le bord de la route 350 à Walworth. Il se gare et propose son aide pour aider à changer la roue. Il trouve immédiatement l'attitude du conducteur de la voiture marron étrange. Il tient fermement une petite fille par le poignet et l'oblige à rentrer dans la voiture, le tout en se plaçant de façon à cacher sa plaque d'immatriculation. Son attitude agressive et son regard intimidant font fuir le témoin. 2 jours plus tard, le 28 novembre à 10h30, le chef des pompiers volontaires de Walworth découvre le corps de Michelle dans un fossé près d'Eddy Road, dans la ville de Macedon, à 24 km de chez elle. La petite est habillée et repose face contre terre dans un fossé. D'après l'autopsie, elle a subi un grave traumatisme contondant, a été agressée sexuellement et a été étranglée par derrière avec ce qui semble être une corde fine ou une ceinture. Des poils de chat blanc sont trouvés sur ses vêtements. Dans ses doigts serrés, elle tient des feuilles provenant du feuillage qui se trouve sur place,
ce qui signifie qu'elle a été tuée à l'endroit où son corps est découvert. Dans son estomac, il y a des traces d'hamburger et d'oignons qu'elle a mangés 1 heure avant de mourir. Et ça, c'est très intéressant, car ça nous apporte une piste. Le jour même de l'enlèvement, à 16h30, une petite fille correspondant à Michel est vue avec un homme dans un restaurant, Carol's, à Penfield. Voilà de quoi établir un portrait robot. Le suspect est un homme caucasien qui a entre 25 et 35 ans. Il a des cheveux noirs, une courte barbe et des ongles sales. Il mesure environ 1,80 m et pèse dans les 75 kilos. Il porte un gilet de ski de couleur foncée et un jeans rentré dans ses Santiago marron avec des boucles sur le côté. Cette description est corroborée par les témoins qui ont vu le conducteur de la voiture marron. Les 3 petites sont inhumées dans le cimetière Saint-Sépulcre de Rochester. 200 personnes accompagnent Carmen dans sa dernière demeure le 22 novembre 1971. Vanda est enterrée dans un cercueil blanc et or le 6 avril 1973 et Michel les rejoint le 1er décembre 1973. Reste à trouver le monstre avant qu'il ne frappe encore. Et la première question qui se posait, ont-elles été tuées par la même personne? Il faut reconnaître qu'on dirait bien qu'elles n'ont pas été choisies au hasard. Il y a bien entendu l'histoire des initiales, le tueur semble connaître leur nom avant de frapper, mais pas que. Elles sont toutes issues de familles très modestes et des quartiers défavorisés de la ville. Elles sont victimes de harcèlement scolaire et n'ont pas de bons résultats à l'école. Elles ont suivi leur agresseur, l'une d'elles allant même jusqu'à manger dans un restaurant avec lui sans tenter de s'échapper. Elles ont toutes disparu dans l'après-midi en allant faire une course pour leur famille. À chaque fois, l'homme semble rôder dans l'ombre. Comment sait-il où les trouver? Soit il les connaît, soit il les épie avant de passer à l'attaque. Il y a cependant quelques petites différences entre le premier crime et les 2 autres. Carmen a été étranglée manuellement par devant, Vanda et Michel par derrière avec une corde ou une ceinture. Carmen est retrouvée partiellement dévêtue, Vanda et Michel ont été rhabillés après leur mort. Carmen est la seule qui n'a pas été nourrie par le tueur et qui n'a pas de poils de chat sur ses vêtements. La différence pour l'étranglement et la nudité de Carmen vient peut-être du fait qu'elle a presque réussi à s'échapper, ce qui a mis le tueur en rage. Comme elle ne s'est pas laissée faire, il ne l'a pas emmenée manger car elle risquait de s'échapper et a accompli directement ses horribles méfaits. Mais peut-être qu'une autre personne est responsable de la mort de Carmen. D'ailleurs, son oncle, Miguel Colón, est rapidement suspecté de l'avoir tuée. Alors ici, il faut bien suivre les histoires familiales. Miguel est le frère du papa de Carmen, Justiniano. Après la séparation de Justiniano et de Guillerma, la mère de Carmen, Miguel se rapproche beaucoup de celle-ci et ils se mettent en couple. Jusque-là, rien de suspect. Mais peu avant l'enlèvement, Miguel s'est acheté une voiture ressemblant très fort à celle décrite par les témoins. Un hasard, me direz-vous. Cette voiture est fouillée minutieusement par la police tout de suite et elle a été nettoyée avec un détergent très puissant, surtout le coffre. Une poupée de Carmen se trouve sur le siège arrière. Pour le nettoyage, la voiture vient d'être achetée. Les concessionnaires les nettoient avant de les livrer. Et pour la poupée, Carmen monte souvent en voiture avec son oncle. La suite des événements est encore plus étrange. 2 jours après la découverte du corps de la petite, Miguel dit à un de ses amis qu'il doit partir car il a fait quelque chose de mal à Rochester. Et de fait, 2 jours après avoir dit ça, il retourne vivre à Porto Rico. Les enquêteurs décident de s'y rendre début mars 1972 afin de l'interroger. L'information de ce futur interrogatoire fuite dans les médias et Miguel s'enfuit avant l'arrivée des policiers. Ceux-ci finissent par l'attraper le 26 mars et peuvent enfin lui poser leurs questions. Malgré le faisceau de preuves contre lui et son absence d'un alibi correct lors de l'enlèvement de sa nièce, il repart en homme libre. Il n'y a aucune preuve solide contre lui. Il finit ses jours en 1991 en se donnant la mort après avoir tiré sur les parents de Carmen, sa femme Guillermina et son frère Justiniano lors d'une violente crise conjugale. Heureusement, les parents de Carmen s'en sortent vivants. Si, et je dis bien si Miguel est le tueur de Carmen, il n'est cependant pas celui de Vanda et Michel. Alors, qui cela pourrait-il être ? Quelques personnes intéressantes sont mises en avant, dont un tueur que vous connaissez certainement. Le 1er janvier 1974, un homme tente d'enlever une jeune femme. Elle se débat et se met à crier à plein poumon. L'homme la menace avec une arme mais rien n'y fait. La jeune femme hurle de plus belle et voilà notre agresseur obligé de s'enfuir.
N'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, il s'attaque à une autre jeune femme qui ne se laisse pas plus faire que la première. Tout ce tintamarre finit par alerter une patrouille de police qui prend en chasse l'agresseur. Ils finissent par l'encercler et l'homme se donne la mort avant d'être arrêté. Il est rapidement identifié. Il s'appelle Denis Termini, 25 ans, et est pompier de métier. Et son palmarès est effrayant. Il a agressé une douzaine de jeunes femmes entre 1971 et 1973. Il possède une voiture beige. Il vit tout près du lieu où Michel a été vu la dernière fois et la police trouve dans sa voiture une carte routière avec une croix qui marque l'endroit où le corps de Michel a été trouvé. Son uniforme de pompier aurait pu être rassurant pour les filles. Comment ne pas faire confiance à un pompier qui vous propose de vous ramener chez vous? Il est, en plus, propriétaire d'un chat blanc. Mais un doute subsiste. Il n'a jamais tué ses victimes et celles-ci sont plus âgées que les 3 petites filles. Elles ont entre 18 et 24 ans. En 2009, son corps est exhumé et des prélèvements réalisés. Son ADN est comparé à celui trouvé sur le corps de Vanda et il n'y a aucune correspondance. Le deuxième suspect, celui que vous connaissez certainement, s'appelle Kenneth Bianchi, un des 2 cousins monstrueux mieux connus sous le nom des étrangleurs des collines. Les 2 hommes sont condamnés à perpétuité pour les enlèvements, viols, tortures et meurtres d'au moins 12 femmes et jeunes filles âgées de 12 à 28 ans à Los Angeles et dans l'État de Washington. Kenneth est particulièrement intéressant, car avant de partir à Los Angeles, il vit à Rochester où il travaille comme vendeur de glace, tout près des lieux des scènes de crime de Carmen et Vanda. Dans son jeune âge, ce futur tueur en série rêve de devenir policier et utilise d'ailleurs un badge de police pour attirer ses victimes à Los Angeles et à Washington. Une très bonne manière d'attirer 3 petites filles innocentes. Sa voiture de l'époque ressemble à celle vue par les témoins interrogés sur ses affaires. Kenneth a toujours nié avoir tué les 3 fillettes et n'a pas été inculpé car son ADN ne matche pas avec celui trouvé sur Vanda. La résolution en 2007 d'un autre meurtre au double initial donne de l'espoir aux familles et aux enquêteurs. Le 11 avril 1976, à 2 heures du matin, la maman de Michel McMurray se rend compte qu'elle n'a plus de cigarettes. Elle laisse sa fille de 6 ans seule dans l'appartement et s'en va en acheter. Quand elle revient 1 heure plus tard, Michel n'est plus là. Son corps est rapidement retrouvé sur l'herbe devant leur immeuble. Elle a été battue, abusée et étranglée. L'enquête n'aboutit donc que bien des décennies plus tard. Le suspect s'appelle James Pressler et il vit à l'époque des faits dans le même immeuble que Michel et sa mère. Nos enquêteurs qui ne lâchent rien surveillent le bonhomme qui finit par leur offrir son ADN sous la forme d'un mégot de cigarette qu'il jette par terre. Aussitôt ramassé, ce mégot part en analyse donc en 2007 et ça correspond. James est l'assassin de Michel McMurray. On compare son ADN au liquide biologique trouvé sur le corps de Vanda, mais là, il n'y a pas de correspondance. Il est accusé du meurtre au second degré de Michel et meurt quelques mois après d'un arrêt cardiaque. Le 11 avril 2011 marque un tournant dans l'affaire. Un tueur en série, Joseph Nasso, surnommé Joe le Fou, est appréhendé en Californie. La fouille de son domicile permet de découvrir un journal où Joe notait les sévices qu'il faisait subir à ses victimes, sans parler des photos qu'il y ajoutait des corps mis en scène dans des positions obscènes. Il parle de 10 victimes anonymes dans ce journal. 6 ont fini par être identifiées et vous allez voir pourquoi cet homme devient intéressant. Voici la liste des femmes identifiées. Roxane Rogache, Carmen Colon, vous avez bien entendu, Sharilea Patton, Sarah Dillon, Pamela Parsons et Tracy Tafoya. Comme vous l'avez certainement remarqué, 4 des victimes ont la même initiale à leur prénom et leur nom. Et l'une d'elles s'appelle même Carmen Colon. Ce qui donne à cette époque à Joe Nasso le surnom de tueur au double initial. Et il a vécu à Rochester. Ça colle. Interrogé sur l'histoire des doubles initiales, Joe dit que c'est un pur hasard. Il a choisi ses victimes pour leur physique sans savoir comment elles s'appelaient. Ses victimes habituelles sont bien plus âgées que celles de Rochester. Il ne semble pas attiré par les petites filles. Et un test ADN disculpe définitivement Joe Nasso pour le meurtre de Vanda. Il est condamné à la peine de mort en 2013 pour ses autres meurtres et des enquêtes continuent pour le relier à des corps non identifiés découverts en Californie. En 2022, une vidéo TikTok devient virale.
Une certaine Alexis Ortiz y dévoile l'identité du tueur, son propre grand-père. Selon elle, à l'époque, ses grands-parents vivaient sur Conquet Avenue et son grand-père travaillait dans une épicerie. Il connaissait Vanda et aurait eu une voiture du même genre que celle vue par les témoins lors de la disparition de la petite. Avant que le corps découvert ne soit identifié comme étant celui de Vanda, il disait déjà partout que c'était elle. Et il a été le premier à offrir une récompense pour la capture de son meurtrier. Il n'avait pas de chat, mais il y en avait dans les sous-sols pour chasser les rats et souris qui s'attaquaient aux fournitures. Il s'est rapidement impliqué dans l'enquête, ce qui a mis la puce à l'oreille des policiers qui l'ont suspecté mais sont aussitôt passés à d'autres personnes d'intérêt. Alexis trouve également que son grand-père ressemble au portrait robot diffusé par la police. Sa famille croyait tellement en sa culpabilité qu'ils lui ont même posé la question sur son lit de mort. Il a nié jusqu'au bout avoir fait du mal aux petites. Malgré ça, la tiktokeuse pense qu'il est coupable et son ADN est transmis aux autorités. Alexis republie ensuite une vidéo où elle annonce les résultats. Il n'y a aucune correspondance. Nous revoilà dans une impasse. Fait étrange, après l'enterrement de Vanda, quelqu'un qui est resté anonyme et qui n'est pas un de ses proches est venu fleurir et entretenir sa tombe pendant 15 ans avant d'arrêter brutalement. Malgré le temps passé, l'enquête est toujours ouverte. Espérons que les familles sauront un jour qui a fauché les vies des petites filles innocentes, qui avaient tout l'avenir devant elles. Alors selon vous, qui a tué ces 3 petites filles ?